Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview de maître Karine Deluca, avocate au barreau du Jura depuis 2002 et cofondatrice du cabinet Granvelle. Karine intervient tout particulièrement en droit de la famille et est à l'origine du podcast Parlons divorce avec Karine, ce qui me fait le plaisir de pouvoir l'appeler consoeur. C'est d'ailleurs grâce à son podcast que j'ai découvert Karine et cette initiative, comme plein d'autres qu'elle met en place dans son cabinet afin de faciliter l'accès à l'information des clients, m'a plu et encore plus quand j'ai vu que son cabinet était implanté dans 3 bleds inconnus au bataillon du Jura. Cela étant, ce n'est pas dans le Jura que s'est déroulée cette interview, mais bien dans mon appartement à Paris. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je gardais Shamsa. Shamsa, c'est le chat de ma sœur qui, pour tout vous dire, était en reportage au Rwanda. Et vous l'entendrez à la 40e minute descendre du lit, marcher vers son bol de croquettes, miauler, enfin plutôt croasser, puis se coincer une griffe dans le rideau, puis miauler à nouveau, moment où j'ai décidé de l'installer sur le canapé entre Karine et moi, et enfin ronronner de satisfaction. 2 choses avant de lancer l'épisode. La première, c'est que je vous invite encore et toujours à laisser 5 étoiles et votre avis sur iTunes ou votre application, car ça compte beaucoup. Cette semaine, merci à Max Étudiant qui confie que Fleur d'avocat est d'autant plus utile que la profession est très opaque et les retours sont peu ouverts aux profanes. La deuxième, c'est que pour toutes celles et ceux qui découvrent Fleur d'avocat aujourd'hui, sachez que j'ai imaginé et créé une formation à l'intention des avocats dans laquelle j'ai condensé toutes les leçons tirées des invités du podcast, ainsi que celles de ma propre expérience comme collaboratrice. Je l'ai pensé comme étant une véritable boîte à outils pour vous permettre de bien vivre votre expérience professionnelle et on y aborde le fait d'être proactif, l'analyse de son environnement pour mieux s'y adapter, la gestion du stress ainsi que l'art de bien communiquer. Thibault Labey, qui est mon invité de l'épisode 10, m'a confié qu'il aurait rêvé pouvoir accéder lui aussi à ce genre de contenu quand il était jeune avocat et je suis bien d'accord avec lui. Surtout que si vous n'en êtes pas satisfait, je vous rembourse et ce n'est pas une blague. Sachez que la première session commence le 29 mai et qu'il reste des places. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de Fleur d'avocat et vous pouvez utiliser le code promo podcast PODCAST lors de votre inscription. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour Karine Deluca. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors racontez-moi Karine, comment et pourquoi vous êtes devenue avocat ? Alors pourquoi et comment je suis devenue avocat ? C'était pas forcément une conviction enfant, j'avais pas de certitude, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je partais même un peu dans plein de directions différentes. Comme je faisais du sport, à l'époque quand on faisait du sport, on faisait éventuellement STAPS. Tous les copains faisaient STAPS, donc je me suis dit je vais me lancer dans cette direction. Et puis en fait, j'ai pas eu le concours d'entrée. Donc j'étais un peu vexée, j'étais déçue. Mais en même temps, j'étais pas complètement convaincue par cette branche-là, parce que j'avais donné des cours de ski, puis ça m'a pas vraiment... j'étais pas passionnée par ça. Donc vous faisiez plutôt des sports d'hiver ? Oui, je faisais de l'athlétisme, de la gymnastique. Et le sport, ça avait une place importante, même dans la famille, et puis pour moi. Et alors après, il y a peut-être une raison pour laquelle je suis partie dans ce métier. Alors c'est pas forcément une raison très louable, mais... À la maison, on manquait parfois un petit peu d'argent en fin de mois et j'ai toujours entendu mes parents dire on finira pas le mois. Et moi, je m'étais promis de faire un métier où je pourrais finir le mois. Donc à un moment donné, je me suis dit je vais faire soit médecin, soit avocat. Avec ces métiers-là, on doit pouvoir finir le mois. Puis médecin, j'avais un petit peu peur du sang, donc je me disais on va pas le faire. Et puis donc je dis allez, je pars en droit en fait. Donc je suis partie en droit et j'ai fait mes études à Dijon. Je peux pas dire que ça m'a passionnée en fait, les années à la fac. Et puis après, j'hésitais entre le notarial et puis avocat. Et puis finalement... Et pourquoi notarial et pourquoi avocat ? Qu'est-ce que l'un ou l'autre représentait ? Je vais être franche, je pense qu'il y avait une sorte de prestige du métier. Notaire, ça me semblait un métier important. Et puis, en fait, je suis allée rencontrer des notaires, donc pendant que je faisais mes études. Et je me souviens d'un notaire qui m'avait dit « Mais vous savez, si vous avez personne dans la famille qui est notaire, ça va être compliqué pour vous de devenir notaire. » Donc à partir de là, j'ai un peu écarté cette voie-là, et puis j'ai passé le concours de l'école d'avocat. Que vous avez eu, du coup ? Oui, alors je l'ai passé 2 fois. Parce que moi, j'ai fait un DESS en droit des affaires, enfin maintenant un master, oui.
Et juste après mon DESC, je me suis dit, je vais passer tout de suite le concours d'entrée à l'école d'avocat. C'était un petit peu ambitieux, donc ça n'a pas marché. Donc j'ai fait après une année de préparation pour le repasser, et puis cette fois-ci, c'est allé. Toujours à Dijon, du coup. Oui, à Dijon. J'ai fait l'école d'avocat à Dijon, elle n'existe plus maintenant, mais à l'époque, il y avait une école d'avocat à Dijon. Et est-ce que avant d'arriver à l'école d'avocat, est-ce que vous avez fait un stage ou autre? Non. Avant l'école d'avocat, non, j'ai pas fait tellement de stages. Non, c'était une profession qui m'attirait quand même un petit peu parce qu'elle représentait. Mais c'est vrai que je connaissais pas vraiment ce que c'était. Et ce qu'elle représentait pour vous, c'était quoi justement? Ce côté un peu prestigieux quand même. Encore, ouais. Et puis aussi quand même diversifié. J'avais l'impression que c'était un métier où on pouvait, voilà, il y avait plusieurs possibilités. Après, moi, je me suis vite arrêtée pendant mes études sur le droit des affaires. J'étais convaincue de vouloir être avocat en droit des affaires. Et je me souviens même, je m'entends dire, je ne ferai pas de divorce, moi. Je fais que des divorces. Mais donc, j'étais vraiment axée droit des affaires. Parce que cette sécurité financière que ça évoquait? Pareil, il y avait aussi un côté prestigieux. C'était quand même mieux d'être avocat en droit des affaires plutôt qu'avocat généraliste. Donc, toujours dans cette idée quand même de faire quelque chose de bien, on va en droit des affaires en fait. Donc, c'était pareil, un peu une image de la profession en se disant, mais il faut mieux aller en droit des affaires. Donc, j'ai fait un DESS dans cette voie-là. Et mon premier stage, c'était, ma première collaboration, c'était chez Fidal. Mais alors, quand on parle de première collaboration, vous avez sauté le parcours avocat pour devenir avocat. Je suppose que vous avez fait des stages dans ce cadre-là. Alors, donc en fait, moi j'ai fait l'école d'avocat. Et dans le cadre de l'école d'avocat, on avait des petits stages en fait. Et donc j'ai fait tout de suite un stage chez Fidal. Ah ouais, vous avez tout de suite intégré Fidal. Ouais, et en fait, Fidal m'a dit, dès que vous sortez de l'école d'avocat, on vous prend. Donc j'étais salariée, parce que c'est le fonctionnement chez Fidal. Donc j'étais salariée, en sortant de l'école d'avocat, j'avais ma place chez eux. Et comment s'était passé, du coup, cette découverte du métier, en fait, chez Fidal avant même d'y être en collaborateur salarié? Les confrères qui étaient là-bas étaient sympas, mais je peux pas dire que j'étais complètement emballée non plus. Mais je me suis dit, voilà, le métier c'est comme ça, peut-être qu'au début, c'est peut-être pas forcément très rigolo, et puis après, avec le temps, ça ira mieux. Mais je peux pas dire que d'un seul coup, je me dis, c'est génial, ça va être super et tout. C'était voilà, j'ai terminé, j'ai fait toutes mes études, maintenant on y va, on continue, on travaille, et puis on suit le chemin en fait. Donc vous poursuivez en collaboration salariée. À quel moment est-ce que le chemin, vous vous dites que c'est peut-être pas le bon? Alors j'ai tenu 9 mois, aujourd'hui c'est une durée d'une gestation. En fait, je m'ennuyais. Vraiment, ça tient pas aux personnes qui étaient chez Fidal, et je pense que ça tient à deux choses. Ça tient au fait que je m'ennuyais, j'étais en droit des sociétés, c'est pas forcément très rigolo quand même, les approbations des comptes. En tout cas pas pour vous. Voilà, pour moi effectivement ça me convenait pas. Et puis j'ai quand même vite pris conscience qu'il y avait un système, notamment chez Fidal, un petit peu pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a une organisation où, en fait, avant de devenir le chef, il y a quand même quelques échelons à monter. Et moi, j'ai besoin de liberté. Et j'avais le sentiment que j'étais pas complètement libre de faire tout ce que je pouvais. Et donc, j'étais pas bien. Donc à un moment pas donné, bien, ça veut dire quoi? J'étais triste en fait. Puis moralement, je me dis, mais c'est pas ce que je veux faire, ça me convient pas. Donc c'est un peu dur quand on a fait quand même c'est des sacrifices, ces études, et puis de se dire ça me plaît pas. Donc un peu le coup moral. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas grave, je vais changer, je vais partir en avocat généraliste. Je vais trouver un petit cabinet. Et donc là, j'ai appelé tous les petits cabinets qui étaient autour de l'endroit où j'habite, qui est un endroit qui me plaît. Donc j'ai essuyé quelques refus, et puis à un moment donné, j'ai un avocat qui travaillait tout seul avec une secrétaire, qui m'a reçue et qui a bien voulu me prendre. Donc quand même, virement à pas 180 degrés, mais un bon virement quand même, un bon virage entre le droit des affaires, le prestige, la sécurité financière que ça apporte, le salariat aussi. Et tout de suite, au bout de 9 mois, se dire en fait non, petit cabinet généraliste. Est-ce que vous vous souvenez de un peu comment dans votre tête vous vous êtes dit en fait peut-être que je suis pas dans la bonne spécialité, Je crois que j'ai besoin d'être alignée souvent. Et là, j'étais pas alignée entre ce que je voulais être et ce que je faisais. Et pour le coup, alors je sais pas d'où ça vient, mais je suis contente de l'avoir fait. Si j'étais restée là-bas, je pense que vraiment, je vais pas dire j'aurais dépéri, mais j'aurais pas été vraiment très heureuse. Donc je suis contente d'avoir fait ce saut-là. Après, moi j'ai un souvenir quand je suis arrivée dans ce petit cabinet,
où on passait les fax, je me souviens, feuille par feuille, alors que j'étais chez Fidal, il y avait du matériel incroyable. J'arrive dans ce petit bureau qui était pas très très joli, et je me suis mise à pleurer en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait la plus grosse bêtise, quoi? Et donc le premier instant dans ce nouveau cabinet, c'était quand même, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et puis après, la suite s'est avérée que c'était le bon choix, mais il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur de... Et d'ailleurs, est-ce que votre entourage, vous avez fait des commentaires à ce sujet de ce changement de direction? Alors, il y avait un peu des inquiétudes de l'entourage en se disant, parce que Fidal, il y avait une notoriété, et puis j'étais salariée, j'avais aussi un salaire correct parce que j'ai dégringolé en changeant. Mais pour le coup, j'ai la chance d'avoir une famille qui me fait toujours confiance et qui me soutient plutôt dans mes choix, qui va pas être critique ou autre. Donc, j'ai pas eu enfin voilà, ils n'ont pas été un frein dans cette démarche-là en tout cas. Et vous avez dit donc passer cette première impression un peu difficile, l'arrivée dans ce petit cabinet. Après, comment ça s'est mieux passé justement? Bah, alors après, il y a eu pareil, pas mal de sorties de zone de confort parce que chez Fidal, je plaidais pas, j'étais derrière mon bureau, quelque part un peu tranquille à faire des approbations des comptes. Et puis je me souviens, le premier jour, il me donne un dossier, il fallait partir plaider des matières que je connaissais pas. Donc un peu plus de stress, mais je crois que là, je me sentais vivante en fait. J'avais plus d'inquiétude, mais voilà, j'étais dans la vraie vie. Et puis bah, ça m'a plu. Et puis assez vite, j'ai eu des dossiers à titre personnel. Donc après ça s'est mis en place presque naturellement. Oui, ça s'est fait un peu naturellement après. Les vertus de l'alignement. Ouais, c'est ça. Donc c'était que des clients personnes physiques? Oui. Quelques compagnies d'assurance parce que dans le cabinet où j'étais, donc il était tout seul, c'était Max Accard. Il avait quelques compagnies d'assurance et puis des gens, des particuliers en tout cas. Et ça a été un peu un déclic pour vous? En fait, ce qui était un déclic, ce qui m'a plu, c'était aussi, voilà, on était dans un petit cabinet et j'avais des possibilités de faire évoluer et mon travail et ce petit cabinet. C'est-à-dire que on pouvait, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, on pouvait changer l'organisation en fait. Et puis d'aller plaider, bah, ça m'a plu en fait. Et puis d'être au contact des gens, d'être en rendez-vous, ça me plaisait en fait. D'être avec des vrais gens en fait. En droit des sociétés, j'avais l'impression, on voyait pas beaucoup les clients en fait. Et je crois que j'avais besoin de rencontrer les gens en fait, surtout. C'était ça qui a fait que, pour le coup, j'étais plus alignée en fait. Et vous avez dit il y avait des possibilités de faire évoluer son travail et la manière dont on le fait. Vous avez des exemples de petites choses que vous avez eu envie de modifier dans cette collaboration? Mon maître de stage, parce que j'étais encore parce que j'avais 2 ans en fait de stage. Il avait des méthodes un peu anciennes, rien que dans la façon d'ouvrir ses dossiers, dans la façon qu'il avait, je me souviens, un cahier où il notait chaque dossier qu'il ouvrait. Alors, on peut faire un tableau Excel. Enfin, voilà, c'est des petites choses que j'ai pu apporter. Alors, c'était pas grand chose, mais c'était juste pour dire, voilà, on peut peut-être travailler plus efficacement. Et ça me plaisait. Et puis, il était ouvert. Donc, et lui, il était ouvert, il n'y avait pas de résistance par rapport à ça? Non, au début, il se demandait ce que je lui amenais. Puis quand je lui ai montré, je lui ai dit, mais je fais, je m'en occupe. Et puis, et j'avais cette liberté-là de pouvoir faire. Et puis, comme il se rendait compte que ça fonctionnait, bah voilà, il pouvait me laisser. Il vous a fait confiance, en fait. Ouais. Et combien de temps a duré cette collaboration? Alors là, c'était assez particulier parce que donc, je suis arrivée au mois d'août. Et 1 an après, il est décédé d'une mort subite et violente. Et ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule au cabinet. J'avais pas encore mes 2 ans pour pouvoir m'installer et je me suis retrouvée toute seule avec la secrétaire. Donc ça a été une période très très particulière où certains avocats me disaient bah faut vite que tu retrouves une autre collaboration parce que de toute façon qu'est-ce que tu vas faire. L'épouse de mon maître de stage me dit bah je vais vendre moi ce cabinet. Moi j'avais pas encore mes 2 ans pour pouvoir racheter et puis je me disais je suis trop jeune pour racheter un cabinet comme ça. Donc c'est une période un peu compliquée. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi moi je rachèterais quand même pas le cabinet? Et je me souviens, il y a une copine qui me dit mais alors si t'as une baguette magique, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fonctionnes? Et je lui dis bah j'appelle Isabelle Nickpon qui était à l'école d'avocat avec moi et avec elle je me sentirais reprendre le cabinet. Donc je l'ai appelée et puis elle m'a dit oui moi je veux bien reprendre avec toi ce cabinet. Sauf qu'on était en septembre et qu'il fallait attendre décembre pour qu'on ait nos 2 ans pour pouvoir racheter. Donc pendant cette période-là, le cabinet était sous administration. Et donc, mais ils nous ont laissé nous ont laissé gérer, ils nous ont fait confiance. C'était un petit barreau et le bâtonnier avait été super, il était vraiment soutenant vis-à-vis de nous.
Puis aussi confiants, parce qu'ils auraient pu se dire, mais les petites jeunes, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir ce cabinet? Il y a des compagnies d'assurance, etc. Mais on a tenu, et au mois de décembre, eh bien, on a racheté le cabinet, on a créé la SCP de Lucas Niquepont, qui a fonctionné pendant plus de 10 ans. Et ça a dû être une sacrée montée en compétences, ça. Enfin, cette période où, du coup, l'associé n'est plus là et vous... Bon, il y a l'administration judiciaire, mais quand même, la gestion des dossiers, c'est principalement vous. Sans même parler de la réflexion finalement, d'entreprendre soi. Ah ben, on saute dans la piscine. Et en fait, c'est là où je suis vraiment devenue avocat. On n'avait plus le choix. C'était, je me souviens de confrères qui disaient, mais tu vas pas le faire, c'est inconscient, t'as pas l'expérience pour, même vis-à-vis des clients, c'est pas forcément... Et puis à un moment donné, je me suis quand même fait confiance. J'avais aussi confiance en Isabelle, donc on s'est dit, si, on y va, et puis on apprendra, et puis on fera, et puis on prendra des suées, et puis il y a des moments où on va stresser, et puis par contre, c'est une source d'apprentissage qui est incroyable. Hein. Là, vraiment, on apprend, on n'a pas le choix. Hein. Puis on doit tout apprendre, parce qu'il faut gérer aussi un cabinet, on n'était que collaborateurs, il y avait aussi du personnel, il fallait, mais c'était, mon souvenir, c'est quand même des moments difficiles, mais en même temps plutôt passionnants. Enfin, c'était plutôt intéressant. Et vous vous souvenez de pourquoi est-ce que Isabelle en particulier? Parce que vous étiez toutes les deux toutes jeunes ou autres. Ouais. Est-ce que pour cette association, comment est-ce que vous avez choisi? On était à l'école d'avocat ensemble. Elle était un petit peu plus âgée que moi. Elle avait repris ses études, elle, par la suite. Et puis, je sentais qu'elle avait les épaules pour aussi tenir la situation s'il pouvait y avoir des moments difficiles. Et puis, une confiance dans sa façon d'être et de travailler. On n'avait pas spécialement travaillé ensemble, on s'était connus qu'à l'école d'avocat. Mais je sais pas, c'était l'intuition, un peu d'intuition. Je crois que c'est souvent qu'il y a pas mal de choix qui ont été faits parfois à l'intuition. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir été souvent connecté comme ça et assez tôt à votre intuition, quoi, oui. Un peu cette petite voix derrière. Oui, complètement. Alors par moments, elle nous fait faire des choix qui nous font peur, mais plus j'avance dans l'âge, plus je me dis t'as le droit de lui faire confiance. Parce que finalement, les choix qu'elle t'a fait faire, même si au départ ils sont un petit peu difficiles, les surprises que j'ai eues par la suite, elles ont été plutôt positives en fait. Je retiens quand même cette histoire de petite baguette magique, si on avait la baguette magique. C'est une bonne question à se poser, je trouve. Moi, je l'utilise maintenant tout le temps, même avec mes clients. Quand à un moment donné, ils sont dans une situation compliquée, je leur donne cet exemple-là. Je dis, alors, vous avez une baguette magique, qu'est-ce qu'on fait là? Pour qu'à un moment donné, je puisse comprendre jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'autorise à se dire vraiment ce qui est important. Je dis, alors on va y aller dans cette direction-là. Et ça, je l'utilise moi aussi avec les clients. Ouais, c'est un super outil. Du coup, comment se passe cette reprise? Décembre arrive, vous rachetez le cabinet. Financièrement, comment avez-vous fait? On a fait un prêt, on a discuté le prix de rachat du cabinet, on a acheté moitié-moitié avec Isabelle. Les banques ont suivi, il n'y avait pas eu trop de difficultés. Alors après, on est sur des tarifs de province qui ne sont pas sur peut-être les mêmes choses que sur Paris. Et puis on s'est lancé dans la SCP. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement. On a eu un petit coup dur à un moment donné qui nous a inquiétés parce qu'on était sur le tribunal de grande instance de Dole et on nous a appris qu'il allait être supprimé. Donc on s'est dit on viendra acheter un cabinet avec une clientèle compagnie d'assurance et puis finalement on nous dit que le TGI va être supprimé. Donc un petit peu le coup dur et puis finalement parce que à chaque fois qu'il y a un coup dur je me dis il faut qu'on s'en serve pour en faire quelque chose de positif. Donc il y avait un autre TGI qui était pas très loin avec lequel on allait fusionner. On se dit, on va installer un autre cabinet là-bas. Donc on a réinstallé à ce moment-là un cabinet à Lons-le-Saunier. Donc cabinet secondaire. Un cabinet secondaire, voilà. Et en se disant, comme ça on sera sur le TGI, puisque le TGI Dole va être supprimé, pour dire aux compagnies quand même, vous voyez, ça y est, on est réinstallé. Et puis c'était une bonne chose maintenant aussi sur le long terme, parce que ce cabinet, maintenant il a pris de l'importance, et puis ça a étendu aussi notre possibilité de clientèle en fait. Et c'est vrai que je vous ai pas posé cette question, mais il y avait quand même aussi une clientèle institutionnelle lors de la reprise. Et sachant que vous étiez toute jeune, comment ça s'est passé avec ces clients-là? Alors certains n'ont pas voulu suivre. Et puis d'autres, on fait confiance. On a été très transparente. Donc on leur a tous écrit en leur expliquant. Je leur ai expliqué depuis combien de temps je travaillais moi avec Maître Accard. Et puis la plupart ont accepté. Après... Moi, j'étais pas forcément très attachée à cette clientèle-là. Parce que je crois que j'avais déjà un petit peu dans ma tête, moi, le droit de la famille. Donc, les dossiers de droit de la famille, ils viennent pas des compagnies. Et puis, c'est quand même aussi des dossiers où on n'a pas toujours toute notre liberté. Et donc, c'était pas moi
le combat pour les garder à tout prix. C'était mieux de les garder parce qu'on avait quand même des prêts à rembourser et puis il fallait tourner, mais j'ai jamais fait une obsession de me dire il faut absolument qu'on les garde. Et d'ailleurs, maintenant, je travaille plus du tout avec des compagnies d'assurance. Je suis uniquement avec des particuliers, en fait. Donc vous avez eu cette inquiétude par rapport au tribunal que vous avez résolu en ouvrant un bureau secondaire. Vous avez d'autres souvenirs un peu pendant cette aventure? Comment elle s'est déroulée? Comment vous l'avez vécue? Moi, je l'ai vécu plutôt bien. Avec ce petit souci, c'est ce que j'ai résolu par la suite, c'est que comme on était généraliste et qu'on faisait pas mal de matières, j'avais par moments le sentiment de pas toujours être à la hauteur des compétences pour certains dossiers, en me disant, enfin, je trouvais ça épuisant de faire plein de matières différentes et parfois un peu avec de la culpabilité. Moi, souvent je culpabilise et là je me dis, ah, mais t'es peut-être pas au top pour cette matière-là. Et à ce moment-là, on pouvait pas dire, bon, on fait qu'une seule matière, il fallait tout prendre. Donc le petit bémol de cette période-là, c'est de se dire, oh, il faut être compétent dans tous les domaines, on vient un jour pour du trouble de voisinage, après pour un autre problème, etc. Et ça m'épuisait un petit peu. Et c'est ce qui a permis tout doucement, au fil du temps, où je me suis dit, pareil, la baguette magique, l'idéal serait de faire que du droit de la famille. C'était pour moi un peu l'idéal. Et j'ai tout doucement orienté dans cette direction-là, en fait. Et votre associée était d'accord? Oui, elle était d'accord. Alors, j'ai été pendant 10 ans, je suis plus avec Isabelle maintenant. Elle a été d'accord pour que j'oriente de ce côté-là. Et puis à un moment donné, on n'avait plus forcément les mêmes ambitions ou choix pour l'avenir. Et Isabelle s'est installée de son côté. Et moi, je me suis installée avec l'associée que j'ai actuellement, Maud Lelièvre. Vous vous souvenez de justement quelles étaient ces dissensions? C'est difficile à dire. Je pense qu'à un moment donné, il y a plus des choix de vie en fait qu'on veut faire. Je crois que j'avais vraiment peut-être une envie de beaucoup développer le cabinet et puis peut-être moins Isabelle ou je sais pas. Enfin, c'était vraiment plus à un moment donné. On est sur une manière d'exercer en fait. Peut-être, ouais. Et puis et je crois que le choix il est bon chacune à un moment donné de travailler exactement comme on l'entend en fait. Tout à fait. Et toujours dans l'idée, je pense qu'elle était comme moi aussi attachée à sa liberté et de pouvoir vraiment exercer voilà comme on le souhaite. Ça a été dur de changer d'aventure? Mais en fait, c'est un peu un mariage, une association. Donc c'est toujours un peu particulier cette période-là. Ça fait partie dans ma carrière d'une étape en tout cas. Donc oui, mais après, c'est pour que tout le monde soit mieux. Donc c'est pareil, c'est plutôt positif après pour la suite. Et votre nouvelle associée, vous l'avez cherchée ou au contraire, ça avait été une rencontre et déjà vous vous étiez dit, ah, ce serait sympa qu'on travaille ensemble? Alors, ma nouvelle associée, il y a un parcours qui est assez atypique. Donc, c'est Maud Lelièvre, elle était secrétaire au cabinet. Je me souviendrai toute ma vie de son CV. Elle avait envoyé un CV en disant ça va peut-être vous surprendre, je rêve de devenir avocate, mais pour l'instant, elle avait un BTS en vente, donc pas de rien à voir avec le droit. Et elle me dit je commencerai secrétaire, mais voilà, j'aimerais reprendre mes études de droit. Et moi, ça m'a plu, ce CV. Et donc, je l'ai reçu et je me suis dit allez, on la recrute comme secrétaire. Et en fait, pendant qu'elle était secrétaire au cabinet, elle a refait toutes ses études de droit, parce qu'il fallait qu'elle recommence depuis le début. Elle a passé son diplôme d'avocat, elle est devenue avocate, et je pense que c'est celle qui est devenue associée le plus rapidement après son diplôme d'avocate. Et donc dès qu'elle a été titulaire du diplôme d'avocate, je l'ai associée tout de suite. On a eu une période où on était les trois d'ailleurs avec Isabelle, donc c'était le cabinet Granvelle. On a changé à ce moment-là quand Maud est arrivée. Mais elle était effectivement secrétaire, elle a un parcours... Et alors ça c'est quelque chose qui est important, son parcours, parce que c'est aussi les valeurs qu'on veut donner au cabinet. C'est de dire que tout est possible. À un moment donné, toutes les filles qui travaillent au cabinet, on leur dit tout le temps, mais si vous avez des projets, si vous voulez évoluer dans votre métier, vous avez carte blanche pour le faire. Parce que, en tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, qu'on me laisse la liberté d'évoluer comme je le voulais. Et voilà, Maud, c'est l'exemple que on peut être secrétaire dans un cabinet, devenir avocat, être associé. Elle a une place très importante. C'est elle qui impulse plein de choses au cabinet avec plein d'énergie. C'est grâce à elle qu'on a fait le prix de l'innovation. C'est grâce à elle que je peux faire les podcasts, parce que je peux aussi avoir du temps pour ça. Et puis elle est toujours moteur dans plein de choses. Donc c'est des personnalités qui me plaisent, parce qu'elles démontrent aussi plein d'énergie, très combative pour dire voilà. C'est une super jolie histoire. Je suppose que quand vous avez reçu ce CV, vous vous êtes dit
Ah, j'ai envie que ce soit possible, donc je vais démontrer que ça... Enfin, ou en tout cas, voir en pratique... En fait, moi, j'aime bien voir les gens réussir. Alors souvent, maintenant, ils se moquent de moi au cabinet parce qu'ils nous ont dit, mais tu vas faire que des avocats, tu veux que tout le monde devienne... En fait, j'aime bien voir voilà, les gens réussir. Et ça me plaisait, cette envie-là. Et pareil, c'est le coup de la baguette magique, de se dire, bah, c'est possible. C'est possible, moi, de venir d'un milieu plutôt modeste et de devenir avocate. Elle, c'est possible d'être secrétaire et de devenir avocate. Enfin, je trouve que ça peut faire rêver. Et c'est quelque chose qui est important de pouvoir rêver. Moi, je le dis toujours... si je suis devenue avocate, je crois que c'est aussi grâce à mes parents et notamment ma maman qui m'a toujours autorisée à rêver, qui m'a jamais dit que c'était impossible. J'étais pas une très bonne élève, j'avais pas des très bonnes notes et quand je me souviens des mauvaises notes, elle disait c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. Et je pense que le fait de jamais dire oh, bah, c'est pas bien ou ça va pas ou en disant ça va aller ou c'est possible, ça permet de pas se donner de limites et de s'autoriser à arriver à certaines choses et puis après pouvoir l'obtenir. Et donc ce nouveau cabinet, comment vous l'avez rêvé? Alors on le voulait avec les valeurs les plus humaines possibles. En fait, on voulait même révolutionner le droit. À un moment donné, on s'était dit avec Maud, on veut révolutionner le métier d'avocat et surtout on veut révolutionner le divorce. On supportait pas et plus la façon dont le divorce était perçu, la façon dont il était traité. On se dit mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Comment est-ce qu'on peut changer aussi même la vision de la profession d'avocat? Les gens, quand ils viennent généralement chez l'avocat, ils n'ont pas envie. On n'a pas une très très bonne image. Et de se dire, mais nous, on ne veut pas avoir cette image négative. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient confiance en venant nous voir et qu'ils soient même contents de venir nous rencontrer et qu'on puisse être à leur côté de la façon la plus humaine possible. Donc c'était un petit peu la direction dans laquelle on s'était engagé. Donc après, c'est comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le met en œuvre concrètement, et puis comment est-ce qu'on en parle, etc. Et donc ça a été un petit peu la direction, ce qui fait que c'est là où on s'est lancé dans le prix de l'innovation. Et ça a été une étape aussi importante, ça, dans notre parcours, parce que, donc Maud me dit, il y a un prix d'innovation, on devrait présenter un dossier. Je lui dis, mais on a quoi comme innovation? Nous, ils proposent tous des legal tech avec des systèmes informatiques. Nous, mais elle me dit, mais justement, effectivement, on n'a pas de système informatique, mais on a une autre façon de travailler. Parce qu'on avait mis au cabinet en place un protocole d'accompagnement client. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on accompagne un client quand il rentre dans notre bureau jusqu'à la fin, et comment est-ce qu'on intervient sur les moments forts, on appelait ça, sur les moments où il est dans des périodes très compliquées, comment est-ce que nous, on est plus présents à ses côtés. Donc on avait mis ce protocole en place, et elle m'a dit, mais on va présenter ce protocole comme étant une innovation. Donc on est parti, on a déposé le dossier. Ils ont bien voulu nous recevoir, donc on a fait partie des personnes qui étaient sélectionnées. Et je me souviens quand on a fait, donc on avait des vidéos à préparer, on était interviewés sur ce qu'on faisait. Alors ils étaient un peu surpris, mais ça les intéressait en fait. Et donc on est allé jusqu'à la finale. Et puis en finale, on l'a pas gagné. Alors j'étais très vexée. J'étais vraiment déçue parce que je m'étais dit allez, ils vont se rendre compte que c'est important de promouvoir l'humain et pas que la tech et puis à ce moment-là ça n'a pas fonctionné et on est arrivé, alors c'était deuxième, c'était plutôt pas mal, mais c'était et je me souviens à ce moment-là lors de la remise des prix, ils nous ont dit mais vous étiez trop disruptive. Et moi j'ai dit pourquoi trop disruptive? C'est quand même un comble auprès de l'innovation de dire vous n'avez pas gagné parce que vous étiez trop disruptive. Enfin bon, passons, mais c'est vrai que c'est quand même un peu dingue. Et c'est là que je me dis, en fait, alors, comme toujours, c'était un peu un échec, mais c'est de me dire, il y a encore du boulot à faire. Il y a encore à démontrer que cette profession, peut-être qu'elle se trompe de direction par moment. Peut-être qu'elle a, peut-être sur son côté un petit peu notable, elle a oublié qu'elle devait être vraiment proche des gens. Et peut-être se poser la question, pourquoi les gens n'ont pas toujours une bonne image de l'avocat? Et on s'est dit, il y a encore du boulot à faire, alors on continue dans notre direction, et comment on se rend le plus accessible. Et c'est pour ça qu'après, on a mis en place des vidéos pour expliquer le droit aux parents et aux enfants. En fait, vous avez allié peut-être ce qui séduit actuellement dans la profession, c'est d'utiliser beaucoup le digital. C'est ce vernis d'innovation-là, avec l'innovation très humaine que vous aviez réfléchie, qui en soi ne demande pas particulièrement d'outils technologiques, si ce n'est juste de penser bien sa relation au client et d'être très centré sur les besoins du client pendant son processus à lui. C'est exactement ça, c'est le besoin du client en fait.
Et moi, je suis passionnée par ce que j'appelle l'expérience client. Qu'est-ce que le client vit quand il nous rencontre et de quoi il a besoin en fait. Et quand on se positionne de ce côté-là, on raisonne plus de la même façon. Donc ce qui fait qu'on communique plus non plus de la même façon. Moi, je suis pour donner de l'information gratuitement. Parce que je suis convaincue que le droit est accessible, mais il faut pouvoir la donner de façon claire et puis précise. Donc je préfère donner de l'information gratuitement. Je pense que c'est important. Et c'est ce dont le client, pour l'instant, il a besoin plutôt que de communiquer sur d'autres choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc c'est la direction dans laquelle on s'est engagé. Parce que, voilà, de quoi le client a besoin. Et il a besoin de savoir comment ça se passe, et de façon simple, en fait, et compréhensible. Sans rentrer dans les jargons, les technicismes, vraiment... Alors moi, dans mes podcasts, je donne pratiquement jamais aucun numéro d'article. Ça sert à rien. Enfin, donc il n'y a pas d'article, il n'y a pas de date de jurisprudence. Enfin, je ne m'adresse pas... Au début, j'étais inquiète quand j'ai commencé. Je me suis dit, mais ça va... si les avocats écoutent, ils vont se trouver ça pas assez juridique et autres. Je me dis, mais je le fais pas pour eux. Je le fais pour les gens. Donc les gens, ils s'en fichent de savoir que c'est l'article numéro un tel ou un tel. Donc je le fais simplement et je le fais pour les gens. Donc à partir de là, j'ai pas besoin de le faire un peu prétentieux ou comme si j'étais allée ma science. Il faut qu'ils puissent comprendre. Et ça me convient mieux d'ailleurs pour moi. Donc le podcast, ça fait partie des différents contenus gratuits que vous mettez à disposition des clients et qui sont tous accessibles depuis votre site internet, Grandvel c'est ça. Avocat. Est-ce que vous vous souvenez, parce que vous avez aussi des petites vidéos, vous avez des documents gratuits, des contrats, vous avez des petites fiches mémo, fiches conseils, c'est hyper riche, je suis un peu allée stalker. Et vous vous souvenez un peu de l'ordre dans lequel vous avez fait les choses et pourquoi, Je pense qu'on est parfois parti, je vais pas dire dans tous les sens, mais en tout cas, on voulait donner de l'information. Donc au début, on a fait, et en fonction de nos moyens aussi, de ce qu'on pouvait. Donc au début, c'est des fiches uniquement. À un moment donné, j'ai voulu lancer ce que j'appelais les urgences du droit, qui est d'ailleurs toujours en ligne, en me disant, mais les gens, si le week-end, ils ont une question urgente et qu'ils ont besoin d'une réponse, ils n'ont pas d'avocat disponible. Donc j'ai fait un système d'arborescence où ils posent une question et ensuite, ils ont qu'à répondre à certaines pour trouver la réponse. Je trouve ça génial, ça. Toujours la question, c'est mais de quoi ils peuvent avoir besoin ? Et parce que les questions sont quand même un peu récurrentes. Donc il suffisait de le mettre en place et j'ai eu un informaticien assez sympa qui m'a aidé à le mettre en place. Et puis aussi Nicolas Bouvray, qui a une place importante dans notre cabinet, qui s'occupe de la communication. Et ça, c'est super important, je trouve, dans les cabinets, d'avoir ce que j'appelle des extérieurs, non-avocats, qui nous aident aussi à faire évoluer notre métier. Mais ça, c'est une pensée, je veux dire, pour remettre dans un contexte où vous êtes un petit cabinet qui fait du droit privé et en particulier du droit de la famille, c'est très inusuel de se dire je vais avoir un communicant, à Paris, on commence à voir... Il y a les gros cabinets, bien évidemment, qui ont des services de communication. Il y a quelques cabinets moins gros qui intègrent ça aussi. Mais c'est quand même, je trouve, assez rare d'avoir cette logique-là. Vous, ça a été dès le départ, vous étiez... En fait, moi, cet aspect-là, vraiment, il m'intéresse. Même, je crois qu'il me passionne, en fait. Donc, en fait, je le fais pas parce qu'il faudrait le faire, parce que c'est moderne de le faire, parce que ça m'intéresse et que ça me passionne. Alors après... Nicolas était aussi un ami, donc effectivement c'était plus facile de rentrer en discussion avec lui, mais en discutant avec lui, je me dis mais voilà, tout ce que lui peut nous apporter, c'est pas mon métier moi la communication, et sur la façon de présenter, et surtout d'avoir un regard extérieur, qui me dise ça peut être intéressant, ça ne l'est pas. Les vidéos sans lui, elles n'auraient pas pu être créées, c'était pas possible, donc d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien avoir des retours quand on me dit, mais écoute, ça peut fonctionner, ça peut pas fonctionner. Ou souvent, on dit avec Maud, on a besoin d'être en mouvement. Moi, si je suis plus en mouvement, là, je m'ennuie et je m'éteins. Et tout ça permet d'être en mouvement et aussi bien dans mon intérêt, l'intérêt de ne pas m'ennuyer, d'être dans la création, et puis dans l'intérêt des clients, parce que le but, c'est de leur apporter un service qui peut leur être utile et leur servir. Et vous avez des petites choses que vous avez mises en place qui n'ont pas fonctionné ? Qu'est-ce qu'on a mis en place qui n'aurait pas fonctionné ? Alors, il y a des moments où on se dit, ça n'a pas fonctionné. Et puis en fait, encore la dernière fois, parce que là, les vidéos, on en a fait pendant un temps, puis on a arrêté en se disant, bon, est-ce que c'est utile de continuer ? Et puis ce qu'on disait encore avec Maud, plusieurs fois dans le mois, il y a des gens qui viennent en disant, on vient parce qu'on a vu les vidéos que vous aviez mises en place, on trouve ça intéressant. Donc finalement,
toutes ces petites graines qu'on sème, elles ont finalement, ça fonctionne dans le temps en tout cas. Il faut voir les choses sur du long terme. Donc pour l'instant, ce qu'on a mis en place, ça fonctionne peut-être bien. Les fiches pratiques, j'ai l'impression que, je sais pas si elles sont autant lues que ça. J'ai l'impression que là, les vidéos et les podcasts ont mieux marché. Et ça permet d'ailleurs de comprendre de quoi les gens ont besoin. C'est pas toujours facile d'aller lire quelque chose à l'oralité. C'est peut-être plus facile parfois de comprendre un message ou autre. Donc, c'est incarné en plus. Et... Alors parlons-en du podcast. Moi, c'est comme ça que je vous ai découverte. Je sais pas, j'ai dû voir passer ça. Parlons divorce avec Karine. Je sais même plus où ni comment. Et je me suis dit, c'est top, surtout que moi, ça fait longtemps que je me dis, franchement, les avocats ont matière à se saisir du podcast pour mieux s'adresser de façon un peu pédagogue, en fait, à leurs clients et leur expliquer les choses. Et donc, j'ai trouvé ça top et je vous ai contacté. Et non, vraiment, je suis allée voir votre site internet et j'ai trouvé votre site internet super chouette et c'est là que je vous ai contacté. Alors, comment ça vous est venu, cette idée de podcast Parlons divorce avec Karine, donc, si vous pouvez expliquer et en parler. Alors, c'est né il y a 1 an. J'écoutais moi-même des podcasts, alors un peu de développement personnel, j'aimais bien écouter Génération XX, enfin voilà, j'écoutais pas mal de podcasts. Et puis au mois de mai, tous les ans, on fait une formation avec mon associé, qui est dans un cadre agréable, et qui est aussi une formation sur le droit. Et je me souviens, on était les deux l'une à côté de l'autre, et je lui dis, mais faut qu'on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on met en place pour la nouvelle année qui arrive, qu'est-ce qui pourrait être... Et on était au soleil les deux et à un moment donné je lui dis mais on va faire des podcasts et ce qui est génial avec Maud, à chaque fois elle dit ok on y va. et je pense que le fait d'en avoir écouté d'autres, je me suis dit mais ça pourrait être adapté. Donc en fait on est parti sur 2 directions à ce moment-là. On s'est dit les podcasts et la formation, parce qu'en fait on aime bien aussi aller enseigner auprès d'autres avocats les méthodes de travail qu'on a mis en place au cabinet. Donc en fait, moi, je vais former des confrères, alors plutôt en Suisse. J'ai un marché qui s'est ouvert du côté de la Suisse, donc à peu près 1 fois par mois, je peux aller en Suisse pour former des confrères. Et donc vous êtes formé au droit suisse aussi ? Alors, je ne les forme pas au droit suisse, je les forme plus sur la façon de gérer les clients, en fait. Donc vous êtes plus dans du soft skills, entre guillemets. Et puis aussi un peu sur le droit collaboratif, parce que ça a été aussi un changement moi dans ma carrière quand j'ai découvert le droit collaboratif. Donc c'est des choses que je vais enseigner et puis former des confrères. Donc ça me plaît bien. Donc on s'est dit allez, on peut se lancer dans ces 2 directions-là, la formation auprès des confrères et puis les podcasts. Et donc j'ai commandé un micro 1 mois après, et puis j'étais avec mon micro, j'ai dit bon allez, on se lance. Donc au début on a un petit peu, on sait pas trop ce que ça va donner. C'était tout de suite clair pour vous le concept ? En fait, ce qui était clair pour moi, alors j'ai dû d'ailleurs revoir ma copie parce que je m'étais dit, je vais faire quelque chose de très parlé, très libre, je prépare rien, comme je connais bien mes thèmes, je vais me lancer comme ça. Sauf que ça n'a pas marché, c'était pas assez structuré, donc il a fallu quand même que je les rédige un petit peu plus à l'écrit, là, sans que ce soit complètement rédigé, mais au moins faire un plan et ensuite pouvoir l'enregistrer. Parce que sinon, voilà, c'est quand même compliqué de le lancer comme ça. Et puis j'ai pris contact avec Arnaud Cimetière, dont j'ai eu connaissance avec les podcasts de Clotilde Dussouillet. Oui, Change ma vie. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle faisait et elle parlait d'Arnaud Cimetière qui lui faisait ses podcasts. Donc je l'ai contacté, je me suis dit est-ce que c'est possible de travailler avec vous ? Et puis il a été très emballé par l'idée, il m'a dit qu'effectivement ça se faisait pas et pourquoi pas, et donc... on s'est lancé dans cette aventure. Donc je lui ai envoyé des premiers enregistrements. Il m'a fait part de ses observations sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et puis on les a lancés au mois d'octobre 2018. Et alors ? Ah, c'est chouette. En fait, alors déjà, j'ai plaisir à les faire. Parce que moi, je suis plus à l'aise, je pense, à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça me convient. J'ai l'impression que c'est comme quand je suis en rendez-vous, j'explique les choses... J'ai pas d'obligation de faire des belles phrases ou de faire attention comme on doit le faire à l'écrit, donc ça me convient bien, ça me correspond. Je suis alignée quand je fais ça. Et puis à un moment donné, je me dis je trouverai plus de thèmes, et en fait, j'en trouve toujours. Et là, ce qui est agréable, c'est que j'ai les gens qui me disent ah mais merci parce que j'ai compris, j'avais pas compris comment ça se passait, ou alors là il y avait une cliente qui stressait avant une audience et puis elle me dit ça me fait du bien, j'ai réécouté comment ça allait se passer, ça m'a rassurée, donc je me dis ça a du sens tout ça. Et comme ça a du sens, j'ai envie de continuer et ça me fait plaisir en fait.
de continuer cette démarche-là. Et vous avez, ça vous a ramené des clients? Que ce soit le podcast ou les autres contenus que vous avez mis à disposition sur votre site internet, vous avez l'impression, vous avez pu mesurer un impact ou pas? Alors, on a un très beau développement de cabinet. On a une augmentation des dossiers, on a recruté des collaborateurs. Alors après, de dire d'où ça vient, j'en sais rien. Il y a quand même une grande partie de bouche à oreille. C'est-à-dire dire, ah oui, mais là-bas, tu vas voir, on prend le temps d'écouter et on accompagne d'une certaine façon. On a fait un choix de travailler avec certaines méthodes de travail. Ça, c'est ce que vous disent les clients quand ils viennent vous voir, ils vous disent, on m'a dit que vous travaillez comme ci, comme ça. Ouais. Ça doit vous faire hyper plaisir, non? En fait, ça me fait plaisir parce qu'en fait, on a fait le choix d'être sous une approche qui est une approche alors humaine, mais humaine du côté des deux parties. Parce que le droit de la famille, souvent, moi je pense qu'il y a pas mal de procédures qui ont abîmé plus qu'autre chose les familles. Et nous, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas travailler différemment? Est-ce qu'on peut pas faire un divorce et pourtant préserver les deux parties quand même, le plus possible? Et donc, c'est finalement cette approche-là, qui est en relation avec le droit collaboratif, finalement, ça plaît à beaucoup de personnes. La plupart des gens qui divorcent, ils n'ont pas envie spécialement d'abîmer encore plus la famille, d'abîmer l'autre. Donc finalement, ça leur parle, notre façon de faire, de se dire... Le but, c'est d'aboutir à quelque chose où on est serein à la fin, le plus apaisé possible. Donc finalement, c'est quelque chose qui fait écho chez les gens et ils peuvent venir pour ça. Donc voilà, il y a une partie de bouche à oreille. Après, il y a sûrement aussi des répercussions avec le podcast et puis les vidéos. Après, de faire la part entre les deux, je sais pas. Vous avez dit que vous aviez découvert le droit collaboratif et que ça vous avait beaucoup plu. Vous vous souvenez de comment vous l'avez découvert? Je m'en souviens très bien et moi je dis toujours c'est un changement dans ma carrière. Je participais aux états généraux du droit de la famille où j'allais en formation et il y avait une table ronde de droit collaboratif. Je ne savais pas du tout ce que c'était, le nom m'intriguait. Donc je suis allée à cette table ronde et au moment où je me suis assise, pendant 2 heures j'ai écouté la présentation sur le droit collaboratif et je me suis dit mais ça c'est pour moi. C'est d'un seul coup pareil, tout se réalignait, on pouvait faire du droit, être avocat, avec un petit peu moins le code civil finalement. Pas forcément avec son code civil, aussi avec sa tête, son cœur et ses émotions. Et là, ça faisait vraiment la révélation. Donc en sortant, je me suis inscrite tout de suite aux formations, parce qu'il fallait faire une formation pour... Donc je me suis inscrite aux 2 modules de formation. Et moi, là, ma façon de travailler a complètement changé. Ça a été... ça vraiment, j'ai toujours dit, il y a un avant, un après, parce que souvent on m'a demandé de témoigner sur ce qu'était le droit collaboratif et j'ai toujours il y avait un avant, il y avait un après. L'avant c'était, je me souviens, j'ai un système où à la fin d'un dossier j'essaie d'appeler le client pour savoir comment s'est passé pour lui la procédure et j'ai un dossier que j'avais gagné donc j'étais un peu, c'est cool d'appeler, c'est plus facile et puis là le client me dit non mais ça va pas du tout et je me dis je comprends pas, j'ai gagné son dossier et pour autant ça va pas du tout. Ça allait pas parce que le problème il n'était pas réglé, le conflit il n'était pas réglé. Donc en fait, je me dis, mais finalement, ma façon de faire, elle est pas... on résout pas les problèmes des gens. Et j'avais avoir raison, ça suffit pas. Ça suffit pas, exactement. Donc comment est-ce que je règle en profondeur un conflit? Et le droit collaboratif est pour le coup un vrai outil. Et donc, ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça qu'après, alors, ça a apporté différents changements. On travaille plus du tout de la même façon. Et même parce qu'on fait pas tous nos dossiers en collaboratif, c'est pas toujours possible d'avoir quelqu'un qui accepte d'être en collaboratif. Mais par contre, on aborde le dossier pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'avocat sachant qui dit au client ce qu'il va devoir faire. On essaie de l'accompagner parce que la solution, il l'a en lui, en fait. Donc c'est faire comment est-ce qu'à un moment donné, lui-même, il puisse avancer pour trouver aussi ce qui va lui convenir le mieux possible. Et c'est complètement différent que de la façon un petit peu plus autoritaire de dire vous allez faire ça, on va faire ça. Non, c'est pas moi qui décide. Je suis là pour l'accompagner dans ce qui sera la meilleure direction pour lui. Et ça, là, ça fait que je suis alignée en fait. Ça fait que je porte plus le dossier sur mon dos en disant c'est moi qui vais vous dire ce qu'on doit faire. Non, je connais le droit, je connais mon métier, mais on va le faire ensemble. Et vous savez, il y a plusieurs façons d'aboutir à un divorce. Il y a plusieurs procédures, mais on va faire ce qui sera le plus adapté pour vous. Et c'est tout l'esprit du droit collaboratif. Et ça a été... c'est comme une bouffée d'oxygène pour moi quand je l'ai découvert. Et vous avez... donc vous vous êtes formé, vous avez tout de suite vu des résultats... Enfin, tout de suite, je veux dire... rapidement, en fait, dans les dossiers...
En fait, alors, le droit collaboratif, pour être complet, pour faire un dossier avec un processus collaboratif, il faut qu'il y ait 2 avocats formés au processus collaboratif, il faut que les parties acceptent. Donc, moi, j'en fais quelques-uns, mais ça ne représente pas non plus la majeure partie de mon activité. Mais pour autant, on a complètement changé. En fait, on a pris tous les outils de droit collaboratif et on les a mis dans nos autres dossiers, en fait. Vous avez un exemple ? Dans le droit collaboratif, il y a une phrase que j'adore, un des outils, qui est « la transparence est une force ». Et moi, je dis toujours à mes clients dans un dossier, je dis voilà, plus on est transparent avec le juge, même si on n'est pas dans un processus collaboratif, plus on sera fort. Si j'ai des points négatifs, etc., eh ben, je les annonce, je le dis. Et je plaide plus du tout de la même façon. Je ne plaide pas en étant agressif contre l'autre partie, comme on peut voir des fois dans des dossiers. Ça sert à rien. J'en suis convaincue que ça sert à rien. Et donc, ça, c'est toutes ces principes-là et ces valeurs de droit collaboratif qu'on met en place dans les autres dossiers. Et c'est utile. Les magistrats, ils préfèrent, à un moment donné, déjà qu'on soit dans la transparence, évidemment, et qu'on soit dans quelque chose qui ne soit pas agressif sur l'autre partie. Enfin, à mon avis, ça a plus de sens, c'est pas utile. Au début, je pense que quand on est avocat, on croit que le client, il veut qu'on soit un petit peu agressif, requin, lui montrer... Nous, on pose les la choses killeuse, quoi. Ouais, et nous, on dit tout de suite, voilà, comment on va travailler. Après, ça convient pas. Effectivement, on peut aller voir un autre cabinet, mais pour le coup, on restera aligné avec ce qu'on est. On va pas changer. Quel boulet, ce chat. Ça. Ça va, tu vas t'en sortir de pas être le centre de l'attention. C'est marrant parce qu'on va l'entendre en fond de... en fond sonore parce qu'elle s'est sentie le besoin de s'exprimer là, de réclamer. Mais c'est vivant. En fait, quelque chose de vivant. Donc, tout le vivant a le droit d'être présent. Pauvre petite chose. Bon, le problème avec le chat étant résolu. Et donc oui, donc vous avez intégré ça dans d'autres... Non, alors là, Shamsia, écoute, t'exagères. Oh, la pauvre. Non, ça m'arrange pas. Et vous êtes pas allergique ? Non. Voilà. Mais c'est pas toi qui as interviewé. Donc vous évoluez comme ça dans le cabinet. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui ? Ça se passe plutôt bien. Vous dites que le cabinet a pris un essor et que vous avez vraiment une belle croissance de clientèle. Et puis on se pose toujours la question comment est-ce qu'on continue d'évoluer. Et c'est vrai que c'est vraiment une vraie réflexion de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue soit d'installer d'autres cabinets, de recruter encore Parce que là pour le moment vous avez donc 3 sites. Oui, 3 sites. Donc on est 2 associés, on a une collaboratrice, une élève avocate et puis 3 assistantes. Le but c'est que, pareil, pour rester toujours aligné, c'est de faire ce qu'on aime en fait. Et moi je reconnais que j'adore mon métier, être avec les clients, mais j'aime bien faire d'autres choses aussi. J'aime bien faire de la formation, j'aime bien m'occuper des podcasts. J'ai aussi un envie d'investissement sur d'autres domaines en fait. Donc c'est comment est-ce qu'on combine tout ça avec ce qu'on souhaite à titre personnel et puis ce qu'on veut pour le cabinet. Donc régulièrement on se réunit avec Maud pour réfléchir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Il y a quelque chose que j'adore, moi, c'est comment est-ce qu'on améliore l'organisation d'un cabinet. Je suis passionnée par tout ce qui est l'entrepreneuriat, tout ce qui est et comment est-ce qu'on peut à un moment donné améliorer nos méthodes de travail pour être plus efficaces pour nous, pour les clients. Donc je m'ennuie pas parce qu'il y a toujours à revoir une organisation de cabinet. Donc là en ce moment on est un petit peu là-dessus. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace sur certaines tâches qui peuvent être répétitives, comment est-ce qu'on peut gagner du temps sur certaines choses et puis avoir une organisation qui soit optimum. Et alors ? Et on cherche, plein de choses qui vont en place. Je fais des formations aussi, là je me suis inscrite à une formation pour un moment donné, parce qu'on est un métier de service et c'est pas toujours facile de gagner du temps sur ces métiers de service, parce que justement il faut du temps avec les gens, mais je pense qu'il y a certains plans de notre activité qui peuvent être plus automatisés. Et pour le coup, il faut peut-être qu'on se renseigne un petit peu au niveau de la tech, parce que c'est vrai que c'est pas notre domaine, mais est-ce qu'on peut pas à un moment donné avoir des outils qui automatiseraient un petit peu plus certains de nos actes ou autres. Donc on rencontre des gens, là, Maud a essayé de rencontrer des informaticiens pour discuter de certaines choses, comment est-ce qu'on améliore ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette dynamique où vous êtes toujours en train de vous former, toujours avec un nouveau projet quelque part qui est en cours de développement, et vraiment ce réflexe d'aller chercher à l'extérieur
les compétences que vous n'avez pas forcément en interne, mais qui pourraient améliorer ou en tout cas donner une autre coloration à votre activité. Enfin, je trouve ça chouette, mais pareil, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'impression de voir souvent autour de moi. Vraiment, on le fait pas en se forçant parce que nous, ça nous passionne. Enfin, moi, je suis passionnée par ceux qui lancent des startups, ceux qui lancent certaines activités. Donc, je suis allée me renseigner un petit peu. J'aime bien écouter, pareil, soit des interviews d'entrepreneurs et autres. Donc, ça m'intéresse. Et puis, c'est justement, effectivement, en demandant l'avis à d'autres personnes ou en se formant. Là, je m'ennuie pas. Si je fais pas de formation, moi, je m'ennuie. J'ai besoin de suivre des formations. J'ai besoin de lire des livres. J'ai besoin de... C'est ce qui m'anime, en fait. Non, mais tout ça est très enrichissant, ouais. Vous avez vous avez dit, on réfléchissait à quel allait être notre projet pour l'année prochaine, et on hésitait entre un axe formation et un axe podcast. C'est toujours un peu ça, vos cycles. C'est un peu, l'année, entre guillemets, universitaire se termine. Qu'est-ce qu'on envisage pour l'année prochaine ? C'est ça. On a un peu cette formation qu'on aime bien faire au mois de mai avec la CE, qui est une formation justement qui est intéressante parce que qui est aussi sur un petit peu le développement des cabinets. Et souvent on en profite pour y aller avec Maude. Comme ça on se pose aussi un peu les deux. Et parce qu'il faut être en dehors du cabinet pour parfois réfléchir à des projets, de dire de quoi on a envie, dans quelle direction on donne à cette année. Après il y a aussi des projets de bébé. Maud a eu un bébé cette année, donc c'était aussi une période qui était consacrée aussi pour cet événement. Et puis dire l'année prochaine, de quoi tu as envie, on part dans quelle direction. Et ça c'est là où le métier il est passionnant. Parce que à mon avis faire uniquement, parce qu'on dit toujours un traitement de service, de dossier, si on le voit que sous cet aspect-là, alors peut-être que ça peut convenir de faire que ça, mais il y a tout un plan sur le métier d'avocat où on peut vraiment être entreprenant, où on peut être créatif. Alors après, on fait avec ce qu'on est, mais ça nous plaît en fait. Moi j'adore ce moment, on se dit alors qu'est-ce qu'on fait ? De quoi on a envie ? Et après, toujours en lien avec ce dont les gens ont besoin. C'est dans ce sens-là qu'on réfléchit. Oui, vous êtes inspiré par les besoins de vos clients, mais par contre, vous allez chercher les moyens d'y répondre un peu partout autour de vous, quoi. Ouais. Et l'autre chose que je trouve très chouette, c'est que vous êtes un cabinet du Jura, avec donc vos implantations, c'est Lons-le-Saulnier, Champagnole et puis Dole. Donc voilà, moi personnellement, je ne sais pas où sont ces endroits. Je ne serais pas vexée. Voilà. Et non, et ce que je trouve top, c'est... alors, j'aurais adoré pouvoir venir faire cette interview dans le Jura. Il se trouve que... voilà, mais ce que je trouve top, c'est que tout ce que vous me racontez sur comment est-ce que vous envisagez votre profession, comment vous faites dans votre cabinet, Granvelle, comment vous le développez et tout... Je trouve ça chouette parce que ça montre bien que l'innovation, c'est pas réservé à une petite bulle parisienne. Moi, c'est pas un a priori que j'ai, mais qui, je pense, est un a priori ou une idée ou que beaucoup de personnes peuvent avoir. Et est-ce que vous avez l'impression que votre barreau est un barreau innovant ou... Enfin, bon, je voudrais pas que tout ça manque de délicatesse pour les confrères, mais vous vous sentez aussi un peu porté par une dynamique locale ou pas trop ? Alors, non, on n'est pas porté par une dynamique locale. Je crois qu'au contraire, on a pu faire un petit peu peur dans ce qu'on faisait. On a des barreaux qui sont parfois un peu sur des anciennes méthodes. Pour le coup, Paris ou Lyon étaient plus ouverts à ce qu'on faisait, mais on sent qu'on arrive à commencer tout doucement à faire changer les lignes. Et que tout doucement, on s'intéresse à ce qu'on fait de façon plus ouverte, sans que ce soit « Ah ben, il faut mettre de l'interdit ». Parce que forcément, avec ce qu'on a fait, à un moment donné, il y avait une forme de publicité qui est très encadrée. Les avocats étaient très réticents avec la publicité, donc il y avait une sorte plutôt de « Oh là, il y a peut-être de l'interdit à mettre autour de ça ». Là, on sent que les choses commencent un petit peu à évoluer. Mais ce qui est important, et ça vaut pour tous les avocats, quel que soit l'endroit où ils sont en France, c'est on peut créer de n'importe où. On est maintenant... Il y a eu un basculement avec Internet, vraiment. Et là, tout est possible, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et je trouve que c'est une chance. Moi, je suis très attachée au Jura, on en plaisante avec mes amis et mon conjoint, parce que je suis très très attachée. Et pour autant, je suis aussi... Alors, peut-être qu'il y a une vision négative, mais je suis ambitieuse aussi. J'ai envie de développement et autres. Il n'y a aucun mal à être ambitieuse. On va jamais le dire complètement. Non, mais c'est très bien, dites-le. Et donc, depuis le Jura, on peut être ambitieux. Parce que souvent, c'est le message que je veux passer. Je peux faire du ski de fond, être dans ma campagne et autres, et pour autant avoir des envies de
de développement et puis de laisser une trace quelque part et peut-être de révolutionner le divorce quand même, même depuis le Jura. C'est un très beau projet de révolutionner le divorce depuis le Jura. Karine Deluca, il y a 3 petites questions que je pose assez habituellement à mes invités. Est-ce que vous avez une source d'inspiration actuelle que vous voudriez partager avec nous ? Alors, ce sera toujours en relation avec les podcasts. En ce moment, j'aime bien écouter les conférences de coup d'État. Donc, on a des entrepreneurs qui sont interviewés et autres. Et j'ai vraiment plaisir à les écouter en ce moment. Et pareil, ça me donne des idées, ça me donne envie d'avancer, ça me donne envie d'évoluer. Votre dernière joie ? Les vacances au ski avec toute la famille recomposée, c'était des très très bons moments. Et enfin, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Un jean, un t-shirt blanc et une veste Coppel. C'est votre uniforme donc parce que manifestement on est samedi. Toujours. Mais je suis pas créative de ce côté-là. C'est très bien, ça vous libère de l'espace de créativité pour ailleurs. Merci beaucoup Karine pour cet entretien. Merci.